sauvé ma vie. Tout le monde les mains en l'air ou je lui expédie du plomb dans la gueule. Toxic, c'est une grande claque dans la gueule à l'Amérique des milkshakes à la fraise. Toxic, c'est un pied de nez à la face des gens qui transpirent la bonne conscience. Tuez ce bâtard pour moi, tuez-le, chef. Toxic, le vengeur, a été imaginé par des baffreurs de bandes dessinées et de chansons paillardes. Toxic, c'est bien. Bonsoir et bienvenue sur Grand Écran, l'émission cinéma de RCN 90.7. Et vous écoutez toujours votre fidèle présentateur Roland Marotel. Et comme vous avez pu l'entendre avec cette petite bande-annonce bien franchouillarde qui parle de Toxic Avenger, oui, on va parler d'une société qui est quand même très à l'écart du monde cinématographique habituel. Et oui, on va parler de Troma. Et avec moi, j'ai Jérôme. Comment tu vas, Jérôme ? Salut Roland, bah écoute, ça va bien. Prêt à manger du Z. Prêt à manger du Z et à manger de l'hémoglobine en masse, quoi. Oui, parce que là, finalement, Troma, c'est surtout, en majeure partie, surtout ça. Quoique, on va revenir un petit peu là-dessus. Alors, c'est vrai que Troma, ça fait depuis un sacré moment qu'il bourlingue, parce que c'est une boîte qui a été créée en 1974, donc par Lloyd Kaufman et Michael Earls, dès leur sortie de Yale, donc dès leur sortie de l'université. Leur motivation principale a été de faire leur propre film sans aucune interférence et être 100% indépendant. D'ailleurs, c'est pour ça que pour les 40 ans de Troma, ils avaient notamment refait la tagline de leur société qui était After 40 years, we're still independent. Et donc, ils sont passés donc, de la production à la réalisation, voire même à l'achat et à la production sans aide extérieure. Alors, Lloyd Kaufman, c'est quand même un sacré filou, déjà, faut le dire. C'est quelqu'un qui a bossé dans le milieu du cinéma. En plus de Troma, il a bossé dans d'autres films. Il a notamment coproduit Nimitz, avec, où on retrouve Kirk Douglas et Martin Sheen. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est un film très important à signaler dans sa filmographie, car c'est à partir de ce moment-là qu'il va arrêter de bosser avec, on va dire, ce qu'il appelle le cartel, donc c'est-à-dire les gros studios américains. Et à partir de ce moment-là, il se dit, bon bah, quitte à faire, je vais faire ma sauce Troma avec mon pote Michael Earls, et ils vont commencer à développer leur film. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Troma n'a pas commencé véritablement dans l'hémoglobine, le sang, le gore et compagnie. C'était surtout la période des films de série B où, pour vendre plus facilement, il fallait faire des comédies sexy. Ouais, ou des films un peu, des films de série B, horreur, un peu plus sérieux. Je pense notamment à Mother's Day. Mother's Day, voilà. Oui, ouais, c'est un des premiers qui a lancé vraiment le truc. Mais alors après, juste un petit écart, une petite parenthèse. Il me semble, alors je sais pas du tout, comme souvent avec Lloyd Kaufman, j'arrive pas à savoir la véracité même des propos, vu que le mec est quand même bien barré, bien barjot, on sait jamais s'il troll pas, mais j'ai cru comprendre que Troma avait produit des séquences du premier Rocky. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Lloyd Kaufman a même bossé sur La Fièvre du samedi soir. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Il avait réussi à trouver la location des lieux de tournage de La Fièvre du samedi soir, notamment. Donc, toutes les scènes de boîte de nuit, c'est Lloyd Kaufman qui les a trouvées. Ouais, c'est ça. Ils participaient à la production de certaines séquences de films un peu plus classiques, on va dire, mainstream. Et mais de ce que j'ai cru comprendre, c'était une production à l'arrache pour Rocky. Pour Rocky, visiblement, c'était les parties, il me semble, à Philadelphie. Et c'était filmé avec les gens du coin en figurants non payés, etc., etc. Après, voilà, c'est à prendre avec des pincettes parce que j'y étais pas, je peux pas savoir exactement, mais de ce que j'ai cru comprendre, de ce que j'ai cru voir dans certaines ITV de Lloyd Kaufman, c'était un truc qui ressortait, quoi. Mais donc oui, il a véritablement commencé dans le milieu du cinéma, on va dire un peu plus mainstream. C'est vrai qu'avec sa société Troma, il va quand même pouvoir lancer même la carrière de pas mal d'acteurs. Ouais. Alors, en termes d'acteurs, j'ai pris une petite note parce que finalement, il y en a pas mal. Il y en a et des lourds. Hein. Et oui, notamment, par exemple, Kevin Costner a commencé avec Sail Beach USA, donc comédie complètement graveleuse. Si vous voulez, à cette période de mi-70, fin 70, on va dire que Troma et Lloyd Kaufman, c'était un peu l'équivalent de Max Pécasse. Faut quand même le dire. Et donc Kevin Costner a commencé là-dedans. On retrouve également Billy Bob Thornton dans Chopper Chicks
in Zombie Town. On retrouve également Marissa Tomei qui joue dans Toxic Avenger. Elle joue dans Toxic Avenger. Oh la vache, alors j'ai pas fait. Et il y a également Vincent D'Onofrio qui joue également dans un film à comédie graveleuse. Notamment, il a une scène où ils sont tous en slip au lycée avec lui. Et il fait Gentleman No Sprocket. Enfin, donc, on a compris la situation de cette scène. Même Samuel L. Jackson. Ouais, Samuel L. Jackson, notamment dans Death by Temptation. Donc, ouais, il y a quand même une petite on va dire une petite galaxie d'acteurs très connus. Paul Sorvino aussi également commencé. Et je crois Dustin Hoffman aussi. Alors j'ai pas pour le coup j'ai pas de truc avec Dustin Hoffman. Je sais qu'il avait déjà une petite carrière un peu avant quand même, avant 74, mais parce que là je vais peut-être faire un petit aparté en parlant déjà un peu du style, mais c'est intéressant. Je sais que ils font beaucoup d'autocitations et de mise en abîme dans les films de Troma. Donc en fait Troma crée une diégèse, un univers filmique avec Tromaville, etc. Donc il y a tout un bien univers. Avant le Marvel Cinematic Universe. Largement avant. D'ailleurs, faudra parler de James Gunn aussi. Et en fait, il y a beaucoup de citations sur l'univers de Troma, la mise en place de l'univers Troma, et je crois que c'est dans Poultrygeist. Poultrygeist, alors ouais, imprononçable pour moi ce titre de film. Je crois qu'à un moment donné, dans un dialogue, il parle des grands comédiens qui ont... Ou alors c'est dans Terror Firmer, je sais plus. Qui parle des grands acteurs qui ont commencé chez Troma. Il y a souvent des mises en abîme, des citations comme ça, alors, des autocitations de l'univers. Alors, ayant revu Terror Firmer, je crois qu'il y en a, mais c'est pas que dans Terror Firmer. Ouais, c'est dans pas mal de films. Ouais. Et Toxic Avenger, c'est la mascotte, il apparaît dans énormément de films, etc. Mais voilà, on parlait du MCU. James Gunn a également commencé chez Troma, notamment en tant que scénariste pour Troméo et Juliette. Ouais, il a été scénariste, il a même tourné quelques scènes pour Troméo et Juliette. Donc, alors c'est vrai que ça a été quelque chose de... Finalement, Troma est resté, on peut le dire, à travers les années, à garder toujours cette même ligne directrice en fait. Donc je parlais avant que c'était un peu les comédies graveleuses, et c'est vraiment après Mother's Day qu'ils se sont rendus compte qu'on peut facilement aussi vendre des films on va dire gore et fun, et donc c'est plus ou moins ça finalement la recette de Troma, donc c'est sexe, gore et fun. Ouais, c'est ça. En gros, il voulait vraiment prendre le genre du film d'horreur totalement à revers de ce qui se faisait, et pour ça, il voulait lancer une nouvelle tradition, en gros, du film d'horreur avec ce côté très Z, très gore, érotique, etc. quoi. Mais pour revenir à James Gunn, finalement, donc James Gunn, on rappelle, c'est le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, donc quand même un énorme entertainer. Et qui a commencé donc qui a commencé chez Troma, mais qui finalement est totalement dans l'esprit Troma, c'est-à-dire que c'est un geek, il est toujours resté fidèle à la ligne éditoriale Troma, même si évidemment pour les Gardiens de la Galaxie, il se plie à un cahier des charges, etc. Mais voilà, c'est quelqu'un qui... il y a quelques réalisateurs et quelques... D'ailleurs, Lloyd Kaufman, on le voit dans le premier Gardien de la Galaxie. Il joue un des représentants de prison. Donc voilà. Ouais, voilà, en tout cas, un des prisonniers, il subsiste une espèce d'âme Troma, de films de potes et de films un peu geeks comme ça. Mais en tout cas, oui, c'était effectivement la volonté première était de prendre à revers le genre du cinéma d'horreur et de montrer ça totalement différemment, quoi. Oui, et d'ailleurs, il explique aussi que c'est grâce à certains, on va dire des jeunes, maintenant des pontes de réalisateurs comme James Gunn, qui ont permis aussi à Troma de montrer et même de survivre en fait. Parce que finalement, James Gunn, d'autres réals ont commencé, ont même bossé avec Kaufman. John G. Avildsen a bossé avec lui. On a également J.J. Abrams qui a notamment bossé sur un tout petit projet. Il avait 16 ans, forcément il n'était pas payé, il était stagiaire. Mais il a aussi eu commencé ses gammes chez Troma. Oliver Stone, très intéressant parce qu'Oliver Stone, oui, et Eros aussi. Alors Oliver Stone, en fait, en plus, il était de la même classe de Yale que Kaufman, donc ils se sont connus grâce à ça, et c'est vrai que ça a permis aussi de lui donner un peu ses débuts en tant que réalisateur et un peu scénariste également. Il a finalement refait un peu près ce que faisait Corman à partir des années 50-60 en fait. Et finalement, Troma va subsister de cette manière-là, en fait. Ouais, et puis on peut ajouter aussi qu'il y a une volonté de discours aussi sur
la production cinématographique et aussi des discours politiques. Ça, on en parlera un petit peu dans la deuxième partie. Mais c'est important parce que c'est une ligne qui, c'est resté, ça a jamais dévié, quoi. C'est resté toujours un gros leitmotiv des productions Troma. Notamment celle de Lloyd Kaufman. Oui, parce que Lloyd Kaufman, donc, c'est vraiment quelqu'un qui est anti grosse production hollywoodienne. D'ailleurs, pour lui, il s'est vraiment même battu pour certains à aller à outrance en fait face à eux, parce que il a, par exemple, pour l'équivalent de Thomas War, alors après c'est selon une de ses interviews qu'il a notamment donné pour Les Inrecuptibles, où il explique que oui, donc Thomas War s'était fait mutiler par son ultra-violence, mais en même temps, les gros studios arrivent à sortir des Robocop et compagnie. Donc on sent un peu les graves du gars derrière tout ça, mais est-ce qu'il a forcément raison ? Je ne suis pas vraiment sûr. Il y a aussi une façon dont il faut policer son message face à la MPAA, mais pour lui, la MPAA en fait appartient à Paramount, Disney, la Fox et compagnie. À nuancer tout ça, évidemment, quoi. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de très important, Troma, parce que finalement, comme je l'ai dit, ça a permis de lancer pas mal de réals. C'est vrai que les films gore, il suffit de voir les titres des films, c'est absolument assez con, mais il y en a des fabuleux. Les plus connus, ça reste Toxic Avenger, il y a Terror Firmer, mais il y en a d'autres, ça va beaucoup plus loin. Fat Guys Goes Nutzoid, Curse of the Cannibal Confederates, An Infoid Barbarian in Dinosaur Hell, Invasion of the Space Preachers, The Good, The Bad and the Subhumanoid, et bien évidemment l'un des plus cultes, Surf Nazi Must Die. Ah oui, Surf Nazi Must Die. Il y a aussi Redneck Zombie, plein de trucs comme ça. C'est un peu des camoulox, quoi, les titres de films. C'est les titres accrocheurs. C'est les titres accrocheurs. Et beaucoup de films ont un point d'exclamation aussi dans leur titre. D'où aussi cette volonté d'y aller franco de port et de proposer des films, d'être tout de suite très honnête sur la teneur des films. Je pense que ça vient de l'héritage du cinéma bis des années 50, de Corman, qui jouait beaucoup à fond sur le côté grandiloquent. Vous allez voir peur, vous allez voir du gore, vous allez voir du sexe, attention. Et il y a toujours ce côté bien over the top pour finalement vendre son produit, tout simplement. Un peu à la Russ Meyer et tout ça aussi. Oui, quoi. aussi, oui. Mais il y a, de toute façon, Troma, c'est quelque chose d'extrêmement référencé, même dans le style. Il y a beaucoup de rappels du slapstick, tu vois, de la comédie slapstick, et puis du cinéma muet, de Chaplin, de tout ce monde-là. Totalement. De Mel Brooks aussi. On peut même revoir un peu de Chaplin dans un Toxic Avenger, par exemple. Ouais, il y a un peu de tout ça. Il y a du Mel Brooks aussi. Il y a pas mal de Mel Brooks. Il y a pas mal de gags. Moi qui suis un gros fan des Simpsons, et qui est aussi très référencé sur Mel Brooks. Voilà, il y a des gags qui trompent pas, quoi. Tu sais ce que Lloyd Kaufman a ingéré comme cinéma, et puis de toute manière, le moment où Troma a été créé, c'était pendant les classes, pendant pendant qu'ils étaient en colocation et tout ça, donc c'est vraiment des cinémas de potes. Le leitmotiv aussi, c'est faire un film à $2 million, pas plus. Donc c'est forcément relié avec une esthétique qui se définit par des couleurs criades, une panoplie de faux raccords, des interprètes de jeux au niais, un script écrit finalement au fil du tournage. Ça arrive à plein de films produits par Troma et pas seulement distribués par Troma. Il y a une mise en scène empruntée et même assez lâche, et il n'est pas rare de voir finalement un comédien assassiné donc revenir 2 scènes plus tard dans un autre rôle. Cette esthétique finalement est mise en valeur par une espèce du titre racoleur et finalement accrocheur qui met en avant cette imagination Troma en fait. Voilà. Pour le coup, on va faire une petite pause BO. Alors, issu de Cannibal the Musical. Alors, c'est un film qui est donc acheté par Troma, parce qu'il est passé à Sundance de façon totalement indépendante. C'est un film écrit et réalisé par Trey Parker et Matt Stone. Donc on retrouve finalement déjà l'humour et même, je dirais, l'amour qu'a Trey Parker pour les comédies musicales, parce que finalement ça reprend une légende du Colorado. Ils viennent tous les deux du Colorado, qui reprend sur l'histoire d'un des premiers condamnés de cannibalisme aux États-Unis, et ils en font une comédie musicale du coup. Donc Cannibal the Musical, Spy Dunkley de Trey Parker. She was fast, like this. The sky is blue and all the leaves are green. The sun's as warm as a baked potato. I think I know precisely what I mean when I say it's a spectacular day. And as I ride
set our goals high, with eyes full of hope as we aim for the sky is blue and all the leaves are green. My heart's as full as a baked potato. I think I know precisely what I mean when I say it's a spadoinkle day. When I say it's a happy gomoinkle lucky spadoinkle day. Et voilà, donc c'était un extrait issu de Cannibal the Musical. Alors c'est un film qui est passé à Sundance, personne n'en a voulu, sauf Lloyd Kaufman, qui l'a racheté pour une bouchée de pain du coup. Alors, on revoit d'ailleurs Trey Parker et Matt Stone, ils sont restés attachés avec Trauma, parce que finalement on les voit même dans Terror Firmer, où ils jouent des hermaphrodites à la fin, parce que voilà, la condition des hermaphrodites est très compliquée, visiblement, à travers ce film. Dans le générique de fin. Exactement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce morceau-là, on peut le retrouver dans South Park, leur série tout de suite après avoir lancé Cannibal the Musical, parce que ce film a été donc réalisé en 93 et il est seulement sorti en vidéo en 96. Donc vraiment, après le succès de South Park, Trauma s'est dit, c'est bon, on peut enfin vendre ça en vidéo, ça va marcher. Et ça l'a été, finalement, il a un petit statut culte, notamment par les fans de série B et les fans de Trey Parker et Matt Stone, bien évidemment. D'ailleurs, le petit morceau que vous avez pu entendre, on l'entend également un petit peu vite fait dans le générique de fin de South Park, par la boîte de prod qu'avaient créé donc, les deux frangins, parce que ça fait ta-tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin. En fait, c'est une version accélérée de ce morceau. Ah ouais, voilà. Mais avec un synthé tout pourri, quoi, bien évidemment. Ouais, je vois très bien. Voilà, donc on parlait donc de Trauma, et on va revenir un petit peu plus sur est-ce que c'est vraiment que du cinéma d'exploitation ? Alors, la force de Trauma, c'est bien évidemment sa fanbase. Il a une fanbase assez impressionnante. Il y a notamment un festival qui s'appelle Trauma Dance, bien évidemment pour parodier Sundance, parce qu'il faut savoir que Kaufman, à un moment donné, il en a eu marre de Sundance et il s'est barré, il a créé son propre festival. Alors, c'est vrai que Kaufman respecte énormément ses fans, mais il y a quand même des sacrées polémiques derrière, il faut quand même le signaler, notamment sur les conditions de tournage qui sont complètement spartiates, quoi. On va dire ça comme ça. Donc il n'est pas étonnant que les acteurs dorment par terre, qu'ils doivent même faire leurs besoins directement dans un sac en papier. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques là-dessus. J'ai même repris une intervention en fait, d'un réalisateur qui s'appelle Drew Baldock, qui avait notamment réalisé un film qui s'appelle The Taint, qui a été acheté par Trauma, qui est passé donc à Trauma Dance. Et il est même repassé à plusieurs fois à ce festival. Et je vais lire un extrait de ce qu'il a écrit. Donc, j'ai vu un film qui passait à Trauma Dance le week-end dernier. Alors, c'était en 2019. Le film date de 2014 ou 2016, je sais plus. Donc, il dit après, une station de radio chrétienne passait par un haut-parleur sur tout mon film et personne ne pouvait l'éteindre, probablement parce que personne ne voulait payer un ingénieur son. Cela détruit également la séance suivante. C'était l'environnement le plus non professionnel et le pire pour un festival de cinéma que j'ai jamais vu. Les Trauma Dance antérieurs étaient parmi les meilleures projections que j'ai jamais eues. Je me sens vraiment mal pour les fans de Trauma et mes amis qui sont venus voir le film. Je suis juste content que ce soit moi et pas un jeune cinéaste présentant son tout premier film. Cette merde aurait été bouleversante. Trauma m'a baisé bien pire dans le passé, mais pour une raison quelconque, celui-ci franchit une certaine limite que je ne sais pas vraiment pourquoi. Leurs films sont de la merde, mais leurs pratiques commerciales sont plus merdiques. Alors, la phrase d'après est très dure à traduire, ce qui dit « pretty much exploitative capitalist bullshit », donc on peut plus ou moins dire que c'est beaucoup de conneries capitalistes exploitantes. Voilà, donc c'est déjà bien raffiné. Il termine par « la société ne mérite pas sa fanbase, ce sont des jeunes qui travaillent dur, essentiellement des esclaves dans les coulisses. J'en ai fini avec cette entreprise. Je conseillerais aux jeunes cinéastes de ne pas travailler avec eux et de baiser aussi ce festival. Il existe des festivals qui se soucient réellement de vos films. » Voilà la bonne ambiance. Très bonne ambiance, effectivement. Mais ouais, du coup... Kaufman s'est fait finalement des ennemis aussi par ses... Serpent qui se mord la queue un voilà, peu en jouant le propre de ce qu'est l'âme de Trauma, parce que bon, même les films, hein, c'est le bordel, quoi. Ah, oui. Et c'est pas compliqué de s'imaginer des conditions de tournage qui se rapprocheraient de celles de Terror Firmer, quoi. Plus ou moins, quoi. Je pense que Terror Firmer était quasiment un documentaire par moment, tu vois. Ouais, alors Terror Firmer. On peut parler de Terror Firmer. Ouais, on peut parler de Terror Firmer. Aux spectateurs. Qui est quand même un Trauma qui est très respecté dans l'univers et par les fans. Bon, il est
Il est un peu compliqué hein, quand même. Mais Terror Firmer, ouais, c'est effectivement l'histoire de Lloyd Kaufman finalement. Oui, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le film s'inspire en fait d'un bouquin qu'a coécrit Kaufman avec donc James Gunn. Le titre du bouquin s'appelle All I Need to Know About Filmmaking I Learned from the Toxic Avenger. Donc en fait il a repris ce bouquin là, mais il n'y a pas grand chose dedans parce que finalement il a instauré une histoire d'un tueur en série qui rentre dans un tournage. Ouais, c'est ça. Voilà. Tournage d'un film trauma Bien évidemment. par un réalisateur aveugle. Oui, qui est campé par Kaufman. Par Kaufman lui-même. Est-ce que Woody Allen s'en est inspiré pour Hollywood Ending? L'histoire ne nous le dit pas, mais bon, pourquoi pas quoi. Hollywood Ending qui date de 2003 je crois. Ouais, et 2002. en plus Terror Firmer doit dater de 98 je crois. 99, 98, ouais, dans ces eaux-là, ouais. Voilà. Et d'ailleurs, avec une petite apparition d'Edward Baird dans ce film. Edward Baird, ouais, et Ariel Wiseman. Oui, non, mais voilà. Ouais, posez pas de questions, hein, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, ouais, Terror Firmer, il condense assez bien tout ce qu'on peut dire sur Trauma, sur le style, on va dire. Sur le style Trauma, c'est quand même des films extrêmement frénétiques, où il n'y a pas une seconde sans qu'il y ait un gag potache ou un gag très cartoon. Bon, ça dépend. Alors, Trauma, c'est compliqué. Je trouve que ça dépend vraiment de l'alchimie qu'il y a dans les films. Il y a des fois, ça marche. Il y a des fois, ça marche pas. Il y a des fois où le too much est vraiment drôle. Il y a des fois où il est vraiment pénible, fatigant. Bon, celui-là, moi, je trouve qu'il fait partie des films très fatigants. Parce que ça va vraiment beaucoup trop loin. Et je trouve que c'est un peu mal équilibré et que les gags sont tout le temps là pour être des gags. Et c'est l'un des gros soucis de Trauma, enfin en tout cas pour ma part, c'est le surabus de gags, notamment à travers, on va dire, quelques ajouts sonores, donc les bruits de PMH et compagnie. Ouais. C'est très potache. C'est très potache. Alors il y a des choses qui sont drôles. Il y a évidemment une scène où le réalisateur aveugle va dans un urinoir et il y a un couple en train de faire l'amour, et du coup il regarde un peu partout et il sait pas ce qu'il fait, donc forcément il en met partout. Il en met partout, sur les gens, etc. Bon voilà, il y a une alternance vraiment entre le gag potache, le gag très gore, le gag très cartoon, et puis les références, les citations à gogo qui sont des fois assez fines et des fois un peu pas du tout. Des fois pas du tout. Je sais qu'à un moment donné il parle de Samuel Fuller. Oui. À un moment donné dans le film en disant que c'est un abruti sans talent, etc. Bon, ça après voilà. Notamment il y a aussi une critique de Spielberg, genre machin, Spielberg c'est pas ça, Spielberg son meilleur film qui s'appelle Always, bien évidemment. Bon voilà, enfin si, voilà. Et bon, énormément de gags en dessous de la ceinture. Mais après, il y a des idées, et comme dit, c'est vraiment frénétique, ça va jamais s'arrêter, ça va toujours proposer des choses. Il y a une séquence en sitcom qui est assez drôle, mais bon, avec un abus au niveau des bruitages, etc. Surtout qui fait un abus par les voix de rire et compagnie. À un moment donné, en fait, il évite en fait ce problème de rythme. Il a l'impression que ce film a pas besoin de souffler en fait. Ouais. C'est une machine, c'est un robot. Il est en mode unilatéral et il n'a pas besoin de poumons en fait pour se poser. Mais au-delà de son aspect graphique, en fait, chez Trauma, le cinéma d'exploitation tel qu'il le représente utilise surtout la comédie à des fins parodiques. Les stéréotypes redneck, on les voit dans Redneck Zombie. Le film de guerre avec Trauma's War. On voit également la comédie musicale donc avec Cannibal the Musical, ou encore Poultrygeist. Il y a une séquence de comédie musicale. Ouais, il y a une séquence de comédie, plusieurs même. Et même le film de super-héros donc avec Kabuki Man, et bien évidemment le film qui a rendu culte Trauma, Toxic Avenger, où là on est plus proche du slasher. Ouais, et d'ailleurs avec la tagline le premier super-héros qui vient du New Jersey, parce que Trauma aime surtout montrer finalement des personnages, on va dire des gros blaireaux, des personnages nuls et mauvais. Ils ont trouvé finalement le meilleur état possible, c'est-à-dire le New Jersey, pour les représenter. D'ailleurs, ils ont créé la ville Traumaville qui, bien évidemment, vient de ce territoire aussi. Alors, c'est vrai que Toxic Avenger a toujours ce côté très intéressant, parce que finalement, on voit quasiment tout ce que a été ou va l'être Trauma encore après Toxic Avenger. C'est l'éclosion, c'est vraiment l'éclosion d'un genre, Toxic Avenger. Il est intéressant, c'est vraiment, pour moi, c'est le film Trauma parce absolu. Que c'est en plus de la satire et du politiquement incorrect. Exactement. Avec Toxic Avenger, ça parle de la pollution, du nucléaire. Il n'hésite pas finalement à mettre en avant des sujets controversés.
Et ce film finalement arrive un peu à matcher tout ce que cela va être en fait. D'ailleurs qui est réalisé par Kaufman, mais sous un autre nom. Lloyd Kaufman est obligé de prendre le pseudo de Samuel Whale, le nom de son grand-père maternel, en fait, pour ne pas froisser la Directors Guild, selon lui, parce que le syndicat des réalisateurs m'a menacé de procès et a failli me virer. J'avais travaillé dans la production de films prestigieux comme Rocky ou La fièvre du samedi soir, voilà. et mes farces horrifiques ne collaient pas à l'image de sérieux dont les membres de la guilde devaient se prévaloir. Bon, voilà, il aime bien se jouer en victime, bien évidemment, mais il a utilisé quelques pseudos aussi, je pense aussi d'une certaine manière pour pas qu'on voit son nom tout le temps en fait. Parce que finalement, il faut quand même le signaler, Trauma, donc que ce soit Kaufman ou Michael Ayers, enfin c'était plus Kaufman quand même qui réalisait, voire son frangin Charles Kaufman, qui avait notamment réalisé Mother's Day. Ils ont quand même produit une centaine de films, en plus d'un catalogue de 800 séries B et Z qu'ils ont acheté par le passé, qui vient au niveau international. On peut retrouver de l'Indonésie, d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, mais finalement la plupart de ces films ont quand même quasiment cette même politique de chez Troma, donc c'est-à-dire c'est de la satire et ça veut surtout aussi parler d'un certain sens politique derrière. Et puis c'est ultra Z, hein. C'est oui, vraiment, il y a zéro moyen. C'est et puis, des films qui ont dû coûter à peu près $100 000, pas plus. Mais moins, et c'est des films qui assument totalement ce statut de film fauché, quoi. Voire même qui en font un discours, quoi. Il a notamment dit dans une interview pour Télérama en fait, que lui il est vraiment au mépris des lois antitrust qui ont fondé notre économie du cinéma. Pour lui, alors c'est lui qui le dit, hein, Michael et moi nous sommes bien des dirty Jews, donc des juifs vicieux on aime l'argent, il n'y a pas plus bourgeois que nous, on s'est rencontrés sur des bancs de l'université de Yale, on aime le luxe certes, mais notre priorité c'est l'art. J'ai envie de dire aussi, il avait quand même expliqué que Kaufman, en fait, surtout pour lui, ça permettait en fait de toujours pouvoir rester à l'écart en fait volontairement de tout le reste. Contrairement comme l'avait été Weinstein à un moment donné avec Miramax, qui était un peu le fleuron de l'indépendance, et finalement s'est fait racheter par Disney pour éviter une certaine faillite. Troma a toujours réussi à se dépêtrer de cette manière-là. Alors les années 90, ça a été un nouveau souffle pour eux. C'est là notamment, je crois, où ils ont fait le Toxic Avenger 4. Ou alors c'est début 2000. Ouais. C'est à partir des années 90 où ils ont un peu plus réussi à s'en sortir grâce finalement en fait à l'apparition fin des années 90 du DVD et forcément de la vente en streaming plus tard. Ils vont même créer donc leur propre site de streaming. Voilà, ils ont quand même réussi à sortir là-dessus et finalement ils continuent quand même à faire leur propre production outrancière, on peut dire ça. Après, tout ça vient du succès. Toxic Avenger, le premier Toxic Avenger, c'est la date phare chez Troma parce que ça a été un énorme succès. 2000 copies en salle, ce qui était inespéré pour eux aux États-Unis. Et encore, je crois que ça s'est assez mal vendu, mais que ça a pris un deuxième souffle au niveau des vidéoclubs ensuite, des VHS, des vidéoclubs, des affiches un peu de gore dégueulasses, ça attirait vraiment certains cinémas, on va dire un peu borderline, diffusaient en continu Toxic Avenger dans certains quartiers new-yorkais par exemple, et ça a provoqué bien évidemment ce culte derrière ce film, quoi. Qui a même eu, en plus des films, Jérôme, il y a même eu aussi un dessin animé. Exactement, il y a eu des produits dérivés, des figurines. De toute manière, il y a eu on l'a connu en France aussi dans les années 90, je sais pas si tu te souviens des pubs, mais il y avait tout un délire à un moment donné avec des figurines gore dégueulasses. Oui. Tu sais, ces espèces de figurines en qui crachaient du machin en slime. Voilà, Toxic Avenger, c'est totalement ça. Le film, il était destiné à des jeunes, un public plutôt jeune, adolescent, jeune adulte qui rejetait déjà le cinéma commercial, on va dire, les films commerciaux des années 80. Il se considère comme l'anti-auteur, Kaufman. Il se considère comme l'anti-auteur, et puis il a mis en avant le côté artisanal, le latex, l'hémoglobine partout, et quelques audaces, notamment dans Toxic Avengers, il y a un enfant qui se fait tuer assez salement, quoi, de manière assez gore. Voilà, ça c'est des choses qui n'avaient pas encore lieu. Voilà, les animaux, les enfants, les vieux, etc. Il fallait pas trop toucher, et eux ils y vont, ils mettent les deux pieds dedans. Parce que finalement le dessin animé qui a été fait sur Toxic Avenger, qui s'appelle Toxic Crusaders, où en fait Toxie a carrément toute une équipe aussi de monstres comme lui, et en fait ils combattent finalement pour l'environnement.
Ce dessin animé a été fait en 90, 91, si je ne dis pas de bêtises, et finalement c'est juste avant Captain Planet. Donc ils ont été avant Captain Planet, ils ont fait quelque chose de plus... de quasiment la même chose en fait, donc mais ils n'ont pas eu le même, bien évidemment ils n'ont pas eu le même succès, ça restait un petit peu culte obscurement par les propres fans de Troma, mais c'est vrai que maintenant c'est devenu quelque chose d'un un peu risqué, quoi, parce que c'était à l'époque, le début des années 90, on peut revenir sur le dessin animé, ça tentait plein de choses. C'est-à-dire, on va faire un dessin animé sur Rambo. Ils ont fait un dessin animé sur Rambo, ça, bien évidemment, ça n'a pas marché, c'était pas le public qui n'avait vu les premiers Rambo. Mais on peut revenir là-dessus parce que c'est quelque chose de très intéressant de parler de Rambo, parce que ça me fait penser à Trauma's War. Ouais, je parlais du satirique, politiquement incorrect, mais surtout, c'est faire des films outranciers. Pourquoi ? Dans les années 80, Kaufman avait un ennemi bien représentatif, et on peut voir des fois son portrait dans certains films, c'est Ronald Reagan, et surtout sa femme Nancy Reagan. Ouais. Il se moquait énormément du satanic panic. C'était un terme qu'avait utilisé donc Ronald Reagan dans les années 80 pour dire les films d'horreur violents vont rendre vos enfants accros à Satan. C'était vraiment le truc vraiment outrancier et la chose la plus horrible que peut voir un enfant, c'est-à-dire voir un trauma. Voilà. Et bien évidemment, Kaufman s'est amusé là-dessus, et notamment avec créé Trauma's War, qui se moque allègrement tous les films de guerre des années 80 qui étaient pro-réganiens, qui montraient l'Amérique victorieuse et compagnie, quoi. Donc il y avait déjà ce côté-là, et puis forcément, le satirique est politiquement incorrect, on le revoit encore un peu plus. Alors, on voit quand même que les productions Troma se sont améliorées avec le temps, en termes un peu budget et un peu en termes qualitatifs. Poultrygeist, notamment, qui se moque de l'industrie agroalimentaire, donc qui est fin des années 90. Toxic Avenger 4, qui est du début des années 2000. Là, c'est carrément avec des sujets encore plus controversés. Alors, l'histoire, je crois que tu la connais. L'histoire de Toxic Avenger 4. Toxic Avenger 4. Avec un univers parallèle. Ah oui, bien sûr, oui, l'histoire du film. Oui, c'est avec un Toxic Avenger d'un univers parallèle qui vient. Un méchant toxique qui va dans le monde du gentil toxique. Et d'ailleurs, campé par la voix off de Stan Lee au début et à la fin du film. Ouais. Donc, oui, c'est Stan Lee qui fait la voix off. Parce qu'on voit toujours un peu il y a toujours un peu un univers. Il y a des guests. Il y a des guests. Comme notamment Lemmy Kilmister, qui revient plusieurs fois dans Terror Firmer, dans Roméo et Juliette. Mais Toxic Avenger 4, je trouve que là, il a des sujets controversés qui ne passeraient mais absolument pas partout. Je pense notamment au massacre de Columbine dans le lycée. Au début, Et même le droit à l'avortement, parce qu'il y a une scène absolument dégueulasse dans le Toxic 4. Il y a tout qui y passe. Et là, c'est très très violent. Mais Toxic Avenger 4, il fait la scission. En fait, pour moi, il y a deux périodes de trauma. Il y a la période Toxic Avenger 1, où vraiment on va être, plus proche du slasher, avec des personnages un peu moins interchangeables, un peu moins cartoonisés, etc. Voilà, ça prend plus le temps de poser ces personnages, c'est plus la comédie horrifique, etc. Mais avec beaucoup de gore, avec beaucoup de propositions. On a plus d'empathie, les héros vont se faire humilier, etc. Donc on va développer un système d'empathie. Après, derrière, il y a le côté artisanal, très Z, etc. Voilà, il y a les couleurs criardes, le fluo, la barbaque et le latex partout, tout le temps. Et surtout, il y a un côté très jouissif du fait que, on a un anti-héros, donc Toxic, qui vient rétablir, c'est le bordel partout, les jeunes sont très méchants, etc. Et Toxic vient rétablir l'ordre par le Z, par la violence, par le gore, par le sang qui gicle. Et il prend quand même le temps. Par sa serpillère. Et par sa serpillère, il tue tout le monde avec sa serpillère. Mais il prend quand même le temps d'aider une petite vieille à traverser la route. Ça, c'est les espèces de petits gags un petit peu fun, rigolo, mais qui passent beaucoup mieux dans Toxic Avenger 1, parce que je trouve que c'est nettement mieux construit, etc. Et surtout la construction du 2, par exemple, quand on voit le 2, en fait, il va au Japon pour retrouver son père. Voilà, ouais, donc là, ça devient déjà un peu lourdingue, avec les blagues un peu bien pourries, genre sur culturellement, c'est pas le même monde. Enfin, il y a déjà ce côté-là. Il y a vraiment tout ça qui... Le 3 est complètement ridicule, le 3, où en fait, Toxie se fait chier, parce que c'est quasiment ça, en fait, l'histoire. Donc, pour financer, en fait, l'opération, pour redonner la vue à sa femme, il va donc bosser pour les méchants de Apocalypse Incorporated. Qui sont introduits dans le 2, ouais. Donc, mais voilà, en termes de production, Toxic Avenger 1 a été un tel succès que derrière, le 2, ça a été presque une commande. Toxic Avenger 1 avait notamment extrêmement bien marché au Japon. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait dans Toxic Avenger 2 ? On fait
des gags un peu proches du Super Sentai, des bruitages proches du Super Sentai, etc. Des combats de sumo, on fait passer le film au Japon, majoritairement, alors que ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que le père de Toxie foutrait au Japon? Voilà. Et puis on a surtout des gags qui vont être mais alors extrêmement cartoon, qui vont aller tellement loin dans le cartoon que le gore va disparaître. Par exemple, à un moment donné, t'as un mec qui va se faire rapetisser au point de devenir un ballon de basket, et ensuite Toxie va jouer au basket avec lui. T'auras les espèces de bruitages de jouets derrière, de trucs qui queen. Il y a déjà ce côté en fait. Jouets qui queen, quoi. Et voilà, ça va être. Il va y avoir des chimères, il y aura un homme poisson, un homme chien, etc. Ça va aller vraiment, vraiment ailleurs, quoi. Et voilà, du coup, il n'y aura pas de Toxic Avenger. Donc le 2 et le 3 ont été tournés quasiment en même temps, à peu près, dans la foulée. Voilà, il y a toujours les critiques, etc. Je sais que les méchants, il y a des espèces de conspirations de méchants dans le 3 qui s'appellent MGM, Warner et puis Universal, je crois. Voilà. Donc on a compris quel ennemi. On a compris quel était l'ennemi, mais voilà, le 1 est plus un film avec des codes du slasher qui sont identifiables, définis, et sur lesquels moi personnellement je m'accroche plus, quoi. Et qu'un côté un peu plus peut-être pas sincère, mais en fait plus véridique et plus direct, sans tomber dans la case gaudriolerie, en fait. C'est ça. Et comme puis, il a malheureusement l'habitude de le faire après, quoi. Moi je trouve que c'est des films, les Toxic Avenger 2, 3 et puis tous ces films ensuite derrière, c'est des films à bande-annonce, en fait. C'est des films où tu vas faire une bande-annonce avec tous les meilleurs moments, les moments les plus gore, etc. Mais derrière, ça va être quand même relativement poussif, et ça va devenir... c'est quand même relativement grossier, potache, et puis... Et c'est, comme dit, c'est un camoulox, quoi. T'as l'impression que, allez, on prend quoi? On prend un nazi aveugle, machin, et puis on met tout ça l'un derrière l'autre, on fait un personnage. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est aussi ce qui fait le style de Trauma sur ces années-là. Derrière, il n'y aura pas de film pas de Toxic Avenger pendant toute la décennie 90s. Parce que là, financièrement, Trauma ne peut pas faire de films par an non plus. Ouais, c'est ça. Et puis il y a d'autres choses, d'autres productions et tout. Et Toxic Avenger 4, c'est début 2000, je crois que c'est 2000 d'ailleurs. Et là, on va être dans la deuxième période Trauma, où là, on va aller vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. On va plus rien laisser au hasard, et ça va être extrêmement... voilà, il y aura tout. Il y a la SF, la faille spatio-temporelle, et puis il y a du gag scato tout le temps. Il y a du... voilà, ça n'arrête pas, et on est sur un budget beaucoup plus important. Je crois que Toxic Avenger 4, on n'est pas loin des $500 000 de budget. Oui, d'ailleurs, leurs deux dernières productions, c'est Nuke Them High, donc la suite de Atomic College, Nuke Them High, et après ils ont fait Return to Nuke Them High, parce que l'original de 86 c'est Nuke Them High. Atomic College. Donc, voilà, Atomic College. Donc ils en ont refait une suite en 2013 qui s'appelle Return to Nuke Them High, et ils ont refait une autre suite qui s'appelle Return to Nuke Them High, aka Volume 2. Alors carrément le dernier, ils ont carrément fait une campagne Kickstarter, parce qu'en fait ils ont perdu leur partenariat avec Stars Entertainment, qui normalement devait passer avec eux des commandes, et notamment ils avaient fait la première suite. Donc ils ont fait le troisième, c'est leur dernier, qui date de 2018. Alors c'est vrai que la société a réussi à vivre, on ne sait pas comment, parce que c'est vraiment absolument rare de voir une société qui vit aussi longtemps et de façon indépendante. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a vu récemment Kaufman dire qu'il va y avoir un reboot de Toxic Avenger, donc qui a été racheté par Legendary Pictures, qui va en faire un film. Donc, il sera sûrement PG-13, mais sans plus, quoi. Ouais, il parle aussi depuis plusieurs années d'un Toxic Avenger 5, mais qui n'a pas de... Voilà, on n'en sait pas plus. Voilà. Effectivement, dans Toxic Avenger 4, on a mention des jumeaux, des fils de Toxie qui seraient des jumeaux, qu'on voit évidemment dans l'utérus en mode... en train de se battre, c'est les fœtus qui sont en train de se battre. Enfin voilà, ça va vraiment partout, dans tous les sens. Et voilà, donc j'imagine même pas ce que serait un Toxic Avenger 5, du moins si Lloyd Kaufman n'est pas fatigué, il a pas l'air de l'être, mais bon voilà. Moi je trouve que Toxic Avenger 4, il reprend vraiment du poil de la bête, parce que il va être vraiment régulièrement inventif.
Il va être vraiment régulièrement drôle. Alors, il a tendance à aller souvent un peu trop loin, ne pas s'arrêter et faire du gag tout le temps, ne pas laisser de pause, etc. Donc, évidemment, il y a des fois où ça marche pas. Mais voilà, il retrouve un peu la frénésie créatrice du premier Toxic Avenger. Et voilà, et du coup, il est assez fun et il est assez jouissif, le 4. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs Corman disait à propos de Trauma, finalement, ils ont pris les genres traditionnels, policier, horreur, gore, pour y injecter une dose de comédie. C'est cela finalement, la Trauma's Touch, pardon, je vais y arriver, l'humour allié au brûlot politique. Ouais. Et voilà. Donc du coup, on va faire une petite pause BO, Terror Firmer, un morceau du thème principal, composé par Lunachix. Et voilà, donc c'était un extrait issu du film Terror Firmer, un film où on retrouve Edouard Baird et Ariel Wiesman. Il faut quand même le signaler, on voit des Français se faire éclater la tronche. Non, Edouard Baird se fait exploser dans sa bagnole, je crois. Enfin bref. Alors, on va terminer donc notre émission sur Trauma sur une question qui, en fait, à travers, je pense, l'émission, vous allez comprendre pourquoi ça va être simple de répondre. Quel trauma pour bien commencer et qui finalement, quel est notre trauma préféré ? Finalement, ça reste Toxic Avenger. Ouais, évidemment, c'est Toxic Avenger. Ou alors, si on veut parler d'un trauma qu'on n'a pas encore évoqué, éventuellement peut-être Troméo et Juliette. Oui. Parce que Troméo et Juliette, c'est pareil. Alors c'est celui-là où il y a Lemmy est le narrateur, et puis il va reprendre évidemment l'histoire de Roméo et Juliette à la sauce Trauma, avec des personnages qui vont, voilà, c'est très cheap, c'est des punks. C'est très cheap et ça va beaucoup plus loin finalement que dans le scénario à la Shakespeare. Alors il avait notamment, il aime beaucoup Shakespeare, Kaufman, parce qu'il avait fait aussi un film récemment sur Shakespeare. L'un de ses derniers films, donc c'est Shakespeare's Shitstorm. Il a été d'ailleurs financé en partie par un fabricant de godemiché qui voulait juste avoir son nom générique. Oh les gars, j'ai vu la bande-annonce il est jamais sorti encore. Je sais pas en fait. J'ai vu une bande-annonce et c'est vrai que ça avait l'air pas mal du tout. Voilà. Et c'est vrai que Trauma. D'ailleurs, je crois que vous pouvez voir même le Toxic Avenger sur le catalogue sur YouTube. Ils ont balancé les films en VO. Sur le YouTube de Trauma, les premières productions donc sur les 40 ans, parce que finalement ça permet aussi de l'aider un peu leur financement de leurs prochaines productions. Mais c'est vrai que Toxic Avenger c'est un peu le haut du panier. Alors c'est vrai que Troméo et Juliette, il a un côté aussi qui va beaucoup plus loin que le scénario de base, c'est-à-dire il va pas s'amuser à faire comme l'a fait Baz Luhrmann avec Roméo plus Juliette, parce qu'il va injecter finalement la sauce Trauma, donc c'est-à-dire du gore, du fun, et finalement il y a cette espèce aussi de côté très
on n'en a pas assez parlé, mais finalement, c'est vrai qu'on voit beaucoup de femmes dénudées dans ces films, mais il y a aussi pas mal de questionnements sur la condition des femmes dans ces films. Et dans Roméo et Juliette, ça parle carrément d'inceste et compagnie, donc ça va beaucoup plus loin. Il me semble que Juliette est abusée par son père, et qu'il la met dans une cage et tout, et ça dans une cage en verre. Cage en verre, et ça amène quelques idées visuelles en plus pas inintéressantes pour un trauma, pour un film avec les moyens qu'on le reconnaît. En plus, c'est épuré et tout, il n'y a pas de couleur criarde, c'est dans un fond noir. Et puis j'aime assez cette ambiance punk 90s, avec la vision du punk. Avec l'Iroquois et compagnie, et les piercings, les tatouages partout. Avec le crâne rasé, notamment c'est le frangin de James Gunn qui joue ce personnage-là, je me rappelle plus de son prénom. C'est comment il s'appelle Sean Gunn, mais je sais plus comment le nom de son personnage, mais oui, il finit carrément se faire éclater la tête sur une bouche d'incendie. Enfin, voilà. Donc, pour rappel, Roméo et Juliette, donc scénarisé par James Gunn, le réalisateur par la suite des Gardiens de la Galaxie. Et il y a quelques trucs pas mal. Ça condense un peu le style trauma, avec un film qui se laisse bien suivre, qui est assez rigolo, qui a tendance à partir quand même un peu trop n'importe où par moment. On va dire ça en fait pour un peu conclure l'émission, c'est que finalement Trauma c'est un peu un film d'overdose en fait. Il n'y a pas vraiment, comme on en avait parlé un peu, de temps mort ni rien. La Trauma's Touch en fait c'est des mecs qui vont tout le temps essayer de pas innover, mais qui vont aller plus loin dans le over the top tout le temps en fait. Ouais, tout le temps. Ouais. Puis ça, je veux dire, ça vomit, il y a du sang, il y a de la barbaque, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et ce que l'on retient surtout en fait chez Trauma, c'est que c'est rarement, c'est là où on peut mettre un point positif pour Lloyd Kaufman aussi. On voit rarement quand même son nom en tant que réalisateur en lui-même. C'est toujours, on retient plus que c'est un film Trauma, que c'est un film collectif, plutôt que c'est un film réalisé par Lloyd Kaufman ou un de ses pseudos en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, il le dit lui-même, des fois il est même pas là au tournage, donc il est remplacé par un autre gars et compagnie, quoi. Après, pour moi, le meilleur Trauma de loin, c'est Toxic Avenger 1. Le 4, il est sympa aussi, mais voilà, Toxic Avenger 1, il est vraiment, c'est un vrai film. Enfin, moi, il se rapprocherait plus d'un street trash, par exemple. Oui, il a une esthétique très street trash. Ouais. C'est street trash qui a une esthétique très Toxic Avenger. Voilà, c'est ça, parce que l'esthétique, en fait, Trauma, surtout des années 90, comme on avait dit, c'est des couleurs criardes, on reconnaît un peu l'esthétique un peu VHS de l'époque. Ouais, bien sûr, et puis il y a cette ambiance, il y a le New York dégueulasse. Il y a le New York dégueulasse, il y a les casses, les casses automobiles, les bars et tout ça, c'est vraiment, il y a les personnages, ça va être des clochards, des sans-abri, des machins, et voilà, il y a vraiment les fûts de matière toxique sont vert fluo. Voilà, il y a les flics, les loupards, les camés, il y a des déchetteries, des clubs de gym, il y a vraiment toute cette ambiance qu'on a dans l'imaginaire collectif sur le New York dégueulasse des années 80, et pour le coup, voilà, il est hyper drôle, hyper fun. La VF est absolument délicieuse, que ce soit dans les dialogues ou dans le choix des voix, parce que ça va très loin. Dans Toxic Avenger 2, vous avez carrément en VF la VF de Marty McFly, donc ça fait très bizarre de voir Toxie avec ce timbre de voix. Mais non, c'est vrai qu'il y a quelque chose on peut vraiment parler de véritable esthétique à travers tous ces films en fait. D'ailleurs, pour terminer l'émission, je dirais là-dessus que Kaufman dit lui-même dans une interview « Nous privilégions le beau et le bizarre. J'aime beaucoup les couleurs criardes, le rouge, l'orange, le vert, le rose. Vous pouvez aimer un film trauma, vous risquez aussi de le détester, mais vous ne l'oublierez jamais. J'ai aussi retenu une autre leçon à Yale en étudiant les philosophes chinois et leur notion du yin et du yang. Les films trauma en sont l'illustration. Trauma est la société de production la plus fauchée au monde, et pourtant nous allons tourner Toxic Avenger 2 au Japon, l'un des pays les plus riches. Par contre, les grands studios vont au Mexique, un pays du tiers-monde, tourner leur super-production à 50 millions de $. Ça, c'est le yin et le yang. Ouais, il a pas tort quelque part. Hein. Donc voilà, moi, alors ça peut plaire aussi à pas mal à un public, un public très friand. Très friand. Moi, j'ai du mal avec le côté trop cartoon qui va y avoir pendant un long moment chez Trauma. Et puis le côté vraiment over the top tout le temps, en faire trop. Ça ne s'arrête
s'arrête jamais par moment. Ouais, voilà, mais ça peut plaire. Hein. Après, moi, c'est des films, par exemple, Poultrygeist. Poultrygeist. Poultrygeist, J'ai mis du temps à apprendre comment le dire. Je l'aurais adoré à 16 ans à le voir avec des potes parce que là, ça n'arrête jamais. Vraiment, il y a une scène avec Jared. Tu sais, le mec qui avait mangé des Subway, là. Donc voilà, on retrouve un nouveau South Park, Trey Parker, machin. Exactement. Une scène avec un mec, un obèse qui s'appelle Jared, comme par hasard, qui vient manger dans le fast-food, donc qui a été construit sur un cimetière indien, quoi, évidemment. Et il va y avoir une scène dans les toilettes qui est assez mémorable. Ouais, assez immonde. Et qui va être Je me demande si c'est à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on en parle, mais Sébastien, notamment, essayait de voir Poultrygeist. Il a arrêté le visionnage. Ouais, il a pas fin. tenu le choc. Mais voilà, c'est vraiment ce côté vraiment camoulox, quoi. Ça va être voilà, un fast-food créé sur un cimetière indien qui va lancer la production de poulets zombies. Parce que la viande a été... Il y a une malédiction sur la viande, donc il va y avoir des poulets zombies qui vont... Enfin voilà, il y a ce côté too much, beaucoup trop. Et voilà, en plus de ça, derrière, on te met des passages comédie musicale, on te met du pipi caca prout. Donc ça peut être très 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 fatigant. Moi, je le trouve extrêmement fatigant, ce film, personnellement. Mais il y a des moments où je rigolais vraiment de bon cœur, quoi. C'est un peu ça, certaines productions Troma sont un peu comme ça. Pour terminer l'émission, je vais juste signaler, moi également, enfin je considère également Toxic Avenger comme le film à voir. Je vais quand même signaler juste 2 films. Alors c'est des films distribués par Troma, donc Cannibal the Musical de Trey Parker et Emma Stone est quand même intéressant à voir parce qu'il y a ce côté niais, les personnages niais qui se retrouvent confrontés à la réalité, ce qu'on voit finalement dans le côté très satirique dans South Park ou dans d'autres de leurs films. Elle est déjà très présente dans un film finalement où ils sortaient à peine de leur étude. Ils ont fait ce film, ils ont eu, là on peut le dire, désolé du mot grossier, les couilles de faire ce film, et ils ont réussi à le vendre. En plus, Lloyd Kaufman a permis de plus ou moins de les lancer, parce qu'après ils ont pu travailler à Los Angeles. Et il y a un autre film que je trouve très intéressant, qui est un film australien, qui s'appelle Mad Dog Morgan, de Philip Mora, sorti en 1976, qu'ils ont racheté, qui se déroule en fait sur l'histoire en fait, du personnage de Daniel Morgan, comme plein d'immigrants britanniques en 1850, en fait, cherche à faire fortune en Australie, et finalement ça devient un énorme bandit. Et l'histoire est absolument grandiose, mais ce qui est particulièrement grandiose dans ce film, c'est que Daniel Morgan est campé par un Dennis Hopper dans un état lamentable, que le film devient absolument légendaire. Vous pouvez le voir notamment dans le documentaire qui a été fait sur la Houseploitation, qui est notamment sorti il y a quelques années. J'ai oublié le titre, mais je vous le conseille fortement. Il est absolument grandiose d'une certaine manière, parce qu'il est outrancier, comme finalement le faisaient les films australiens dans les années 70, qui peut par moment se rapprocher d'un Troma. Voilà, pour le coup, on s'arrête là-dessus. On revient la semaine prochaine pour une spéciale William Dafoe. Et merci Jérôme de ta participation pour l'émission. Je suis très content d'avoir pu parler de Troma avec toi parce que tu as quand même vu pas mal de films. Ah, j'en ai subi quelques-uns, j'en ai vu d'autres. Non, j'en ai vu quelques-uns. Ouais. Mais voilà, ça reste intéressant à voir parce que là, finalement, vous êtes très loin de votre espace de confort. Pour le coup, donc on s'arrête là-dessus et à la semaine prochaine. Ciao.